tout ça, c'est… Ah, alors, hop. Pardon. C'est pas grave. Tout ça, c'est déroulé sur un temps très court. Alors, déjà, peut-être vous rappeler qu'effectivement, Sophie Cluzel a lancé cette démarche de concertation. On était fin janvier 2021, donc il y a à peine 6 mois. D'une part parce que cette démarche, en fait, forcément, s'inscrivait aussi dans la poursuite des rapports parce qu'il y en a eu plusieurs, rapports IGAS, et notamment le rapport de 2019. Et c'est vrai qu'il y avait eu la crise sanitaire juste derrière et que ce rapport IGAS, en fait, on n'en avait pas fait grand-chose, ce qui était dommage parce qu'il comportait en fait, un certain nombre de propositions qui étaient intéressantes et qui méritaient en tous les cas d'être expertisées. Donc, premier point, effectivement, c'est d'examiner un peu ces rapports IGAS. Je pense qu'il y avait un deuxième point aussi qui était important pour elle, c'était finalement de montrer aussi toute l'attention qu'elle portait aux ESAT. Alors, c'est vrai que c'est un peu une spécificité presque française. Tous les pays n'ont pas d'ESAT. On est parfois un peu critiqué, notamment par l'ONU, du fait qu'on ait des ESAT en France. Je pense que pour la ministre, c'était important d'expliquer que pour elle, les ESAT doivent être de véritables acteurs de l'emploi. Alors certes, avec des spécificités, et que ça ne doit pas être un milieu à part, ce qu'on pourra avoir tendance parfois à penser. Pour elle, ce sont vraiment des acteurs qui, en premier lieu, doivent accompagner les projets professionnels des personnes. Il lui semblait peut-être important d'impulser une nouvelle dynamique, de donner peut-être aussi plus de souplesse au cadre de gestion, on va le voir après. Et en tous les cas, ce qui était certain, c'était de garantir aux personnes une évolution professionnelle. Une évolution professionnelle, ça ne veut pas dire, comme j'ai pu l'entendre parfois, qu'il faut vider tout le monde des ESAT et que tout le monde doit aller en milieu ordinaire. C'est absolument pas ça, c'est garantir une trajectoire professionnelle des personnes, que ce soit à l'intérieur de l'ESAT ou en sortie d'ESAT. Mais tout le monde, l'idée, c'est pas on change tout et tout le monde sort et il n'y a plus d'ESAT. C'est absolument pas l'objet et en tous les cas, c'est absolument pas ce qui s'est dit ces derniers mois. Je crois que cette concertation, elle répondait aussi à une demande des personnes. Quand on interroge les personnes, elles nous disent plusieurs choses. Elles nous disent qu'elles ont envie elles-mêmes déjà d'évoluer. Elles nous font part parfois de projets qu'elles n'osent parfois pas véritablement exprimer parce qu'elles se mettent aussi parfois elles-mêmes des freins et d'autocensure. Elles nous disent qu'elles ont envie d'être davantage actrices de leur vie professionnelle, mais de leur vie en règle générale. Et aussi, bien sûr, qu'elles ont surtout besoin d'être sécurisées dans leur parcours professionnel. Peut-être un dernier mot de contexte, c'est que forcément, on ne peut pas non plus ignorer qu'il y a eu cette crise sanitaire, qui est peut-être aussi une occasion de se dire que quand il y a une crise, c'est peut-être aussi le moment de s'interroger ensemble et de se dire après la crise, on repart un peu différemment. Donc, posons-nous, réfléchissons un peu à nos modèles. Et quand on dit réfléchir, c'est réfléchir ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important, qu'a vraiment souhaité Sophie Cluzel, c'est de réfléchir ensemble à ce modèle attendu des ESAT pour les années à venir. Effectivement, elle aurait pu décider de demander juste à son cabinet, aux administrations, des GCS, des GFP notamment, CNSA, enfin voilà, je ne vais pas toutes les citer, de se saisir du rapport IGAS, de faire des propositions, et puis on y allait. C'est absolument pas le sens de la démarche qu'elle a voulu impulser. Donc, vous le savez sûrement, on a fait une concertation, des groupes de travail. Elle a souhaité aussi que cette concertation soit faite avec des professionnels de terrain, donc qu'on ne soit pas uniquement avec les directions générales des grandes organisations gestionnaires qu'elle a l'habitude de côtoyer régulièrement, notamment depuis la crise, puisque pratiquement tous les 15 jours, il y a une visio hebdomadaire entre la ministre et puis les grosses fédérations, les grosses OG. Mais là, elle a souhaité qu'au contraire, ce soit vraiment des personnes qui soient sur le terrain, des directeurs d'ESAT, des professionnels, des CI, des personnes aussi. C'est important qu'on ait aussi la parole des personnes, mais aussi des partenaires des établissements. Donc, on a pu avoir des dispositifs emploi accompagnés, le CFEA, des entreprises adaptées, l'UNEA qui était là aussi, des représentants d'entreprises également, de réseaux d'entreprises. L'idée était vraiment la commande qu'elle nous avait donnée, c'est je veux quelque chose de pragmatique, je ne
pas une énième étude, je veux qu'on arrive à des propositions claires. Il n'y a pas de grandes propositions, de petites propositions. Ça peut être des trucs qui sont peut-être des petits freins dans le quotidien, mais s'il faut les lever, il faut qu'on les lève. Donc, on arrive finalement à quelque chose qui est assez complet. Alors, c'est vrai que ces groupes de travail, il y a eu pratiquement une centaine de personnes. Donc, on a réparti en 5 groupes de travail. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de personnes qui spontanément nous ont fait part de leur envie de participer et d'exprimer en fait un petit peu finalement des idées qu'elles avaient issues de leur quotidien de travail. Alors, ça a pu faire couler toujours beaucoup d'encre, hein. Je vous le dis parce que c'est ce qu'on entend toujours. On nous a dit « Ah, mais il y a un projet caché ». Ben non, il n'y avait pas de projet caché. L'idée, c'était de donner la parole, d'écouter, bien sûr, de synthétiser après, de trouver une cohérence. Moi, j'avais des appels, on me disait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez donner le droit au chômage à tous les travailleurs handicapés ?» Mais non, la liberté était totale dans ces groupes de travail, donc chacun a pu exprimer. Donc, on a entendu des choses. Après, ça ne veut pas dire qu'on mettait tout en musique. Il fallait que tout ça rencontre aussi un consensus et qu'on arrive à une copie qui convienne à tout le monde. Alors, honnêtement, je trouve que le challenge était un peu osé, hein, parce que finalement, ces groupes de travail, ils ont démarré mi-février. Il fallait qu'on soit prêt pour le mois de mai, parce que vous le savez sûrement, quand on élabore des propositions, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on les a élaborées, il faut les porter en interministériel, aller convaincre d'autres ministères, aller convaincre Matignon quand il y a besoin d'une loi ou d'un décret. Je vous passe les détails, mais ce n'est pas un exercice qui est des plus simples. Et en tous les cas, ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Donc, on s'était dit, il y a le comité interministériel du handicap au mois de juillet. Ça serait bien qu'on ait quelque chose qui fasse un peu consensus aussi en interministériel, parce que ça permettrait de le poser ce principe de ce plan pour les ESAT au comité interministériel du handicap de juillet, pour lui donner déjà une première existence en fait. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment avec des délais quand même super contraints. Et je crois que finalement, malgré toutes ces conditions, tout le monde s'est vraiment investi et qu'on arrive à une copie, à mon sens, et au sens aussi de tout le monde, qui est assez équilibrée, qui est aussi assez transformatrice, et c'était bien tout l'enjeu. Alors, je vais peut-être, du coup, j'ai un petit PowerPoint, on va peut-être, du coup, commencer à le partager. J'espère que vous allez tous le voir. Voilà. C'est bon, vous le voyez? Bien. Ok, parfait. Alors, hop, j'avance. Donc, au final, on arrive du coup sur un plan qui est articulé autour de 17 engagements. Ça fait 30 mesures. Alors, je précise tout de suite parce que dans le dossier de presse du CIH de juillet, on avait juste mis un focus sur 5 mesures. Ça ne veut pas dire que c'est que ces 5 mesures, bien sûr, qui ont été retenues. Et quelque part, ce qu'il faut entendre, c'est que pour nous, ce plan, c'est ce qui va constituer un petit peu la feuille de route des ESAT pour les années à venir. Et c'est surtout l'idée qu'on ne va pas recommencer cet exercice tous les 2 ans. On a posé un cadre. Alors, bien évidemment, toutes les mesures ou toutes les propositions qui sont faites dans le cadre de ce cadre ne vont pas pouvoir être mises en œuvre toutes en même temps. Pour une chose toute simple, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines mesures qui nécessitent carrément qu'on prenne une loi, qu'on bouge des dispositions du code du CASF, d'autres même du code du travail, parfois même des deux. Il y en a d'autres qui nécessitent juste une instruction, d'autres un décret, d'autres qui vont nécessiter qu'on expertise davantage. Mais l'idée, c'est que, et ça me semble important, c'est quand on a travaillé ce plan, qu'on reste dans quelque chose de global et qu'après, on n'aille pas piocher, bah oui, on va faire ça et pas ça et pas ça. Non, on a vraiment un cadre. Maintenant, bien évidemment, et tout le monde s'est accordé à être raisonnable et à se dire que tout, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas d'un claquement de doigts être opérationnel pour le 1er janvier 2022. Pour autant, notre objectif, c'est bien d'essayer de faire passer tout ce qu'on peut faire passer dès 2022, en sachant que ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est en fin de mandat, vous ne l'ignorez pas, et que notamment les mesures qui nécessitent une loi, il n'y en a pas 36 000. Donc, la difficulté à laquelle on s'est retrouvé confronté, c'est qu'en septembre, il devait y avoir une loi autour de l'autonomie,
sur laquelle nous avions prévu du coup de faire passer un maximum des mesures qui nécessitaient la loi. Or, cette loi autonomie, finalement, n'a pas lieu. Donc, pour vous donner un peu quelques éléments de cuisine interne, depuis quelques mois, on est en train d'essayer de faire le coucou, si je puis dire, dans des autres lois, mais qui n'ont parfois pas de lien direct avec le handicap. Donc, ça veut dire qu'il faut négocier pour dire, bah oui, mais peut-être est-ce qu'on pourrait rajouter cet élément qui nous semble important pour les ESAT, même si, voilà. Et il y a tout un travail parlementaire, c'est-à-dire que si vous mettez des choses qui n'ont rien à voir avec la loi, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, la loi devient ce qu'on appelle cavalier. Ça veut dire que du coup, elle peut être totalement annulée parce qu'on a mis des trucs dedans qui n'avaient rien à voir avec la loi initiale. Enfin bon, voilà. Je vous passe tous ces éléments de cuisine interne, mais c'est juste pour que vous compreniez que de mettre en application, surtout quand il faut la loi pour certaines mesures, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est à se dire, finalement, dans les mesures qui demandent la loi, et toutes, vous le verrez, heureusement, ne demandent pas la loi, mais pour celles qui demandent la loi, il faut qu'on aille, on ne va pas tout pouvoir faire passer, il faut qu'on fasse passer celles qui ont vraiment un impact sur le terrain. Il y en avait qui étaient un peu d'ordre un peu symbolique, je vais vous en parler après. Bon, bah, si c'est du symbole, c'est important le symbole, mais si ça ne change pas le quotidien de la personne, à choisir, autant prendre celle qui va vraiment avoir une influence et un impact direct sur le quotidien des personnes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire déjà un peu en introduction. Peut-être vous dire aussi que l'exercice ce matin est un peu frustrant pour moi, et du coup va l'être aussi un petit peu pour vous, c'est qu'au niveau du timing, mais je sais que vous voyez dans ce format-là pas tous les 15 jours, donc du coup la date était déjà arrêtée pour votre manifestation, mais il se trouve que dans 2 jours, jeudi, nous on fait un retour auprès de la centaine de contributeurs sur l'état d'avancement et qu'est-ce qu'on a fait avancer depuis septembre. Donc bien évidemment, vous comprendrez que je laisse la primeur à tous ces contributeurs. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout finalement les mesures qui sont sorties, les propositions qui sont sorties de ces travaux. Mais peut-être que certains, dans leur mise en œuvre, seront un petit peu différents. Mais je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui. De toute façon, l'information après filtrera et puis sera diffusée, bien sûr, sur les territoires dès la fin de semaine pour l'état d'avancement. Mais voilà, je suis obligée de… Voilà, donc on va faire un petit équilibre entre ce que je peux vous dire et ce que je ne peux pas complètement vous dire. Voilà. Alors, on démarre sur, du coup, un premier axe, puisqu'il y a 4 axes dans ce plan de relance. Donc, un premier axe qui nous semblait très important, qui était d'essayer de favoriser des dynamiques de parcours pour les personnes. Alors, c'est surtout dans cet axe-là qu'on va retrouver des propositions qui nécessitent le recours à la loi. Alors, pourquoi cette dynamique de parcours ? En fait, pour la ministre, il lui semble essentiel de se dire que l'activité professionnelle, et on ne parle pas que d'activité salariat, mais l'activité professionnelle, en fait, c'est vraiment un levier qui est fondamental pour permettre finalement aux personnes d'accéder à une pleine autonomie. On sait très bien que plus on a une activité professionnelle, plus aussi c'est une possibilité d'être plus autonome dans l'accès au logement, de se garantir aussi une vie sociale. Donc, il n'y a pas que le levier de l'activité professionnelle qui garantit l'autonomie, mais c'est quand même un levier important. Donc, fort de ce constat, l'idée, c'est vraiment de garantir que chaque personne qui est en situation de handicap, elle puisse engager un parcours professionnel, quel que soit l'endroit où elle se situe, qu'elle soit dans un ESAT, qu'elle soit dans une entreprise adaptée, qu'elle soit en milieu ordinaire. C'est vraiment garantir cette trajectoire professionnelle. Alors, concernant les ESAT, je rappelle quand même que la mission d'insertion, elle figure pleinement dans la loi de 75, dans la circulaire de 78 qui crée les anciens CAT. Donc, l'objectif d'un ESAT, ce n'est pas seulement de faire tourner les ESAT, c'est aussi d'accompagner les personnes dans leur trajectoire professionnelle. Et vraiment, l'idée, c'était de mettre en mouvement, peut-être, mettre en mouvement les personnes. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas ce qui se fait, mais c'est vraiment, en tous les cas, il faut que ça soit une garantie dans tous les établissements. Il ne faut pas qu'on laisse penser, et parfois, et notamment, ça peut être une vision de l'ONU,
qui parlent quand même encore qu'en France, on a des ateliers protégés. Hein. Bon, il faudra peut-être leur expliquer que non. Mais parfois, on a une vision, on dit oui, mais en France, vous avez des ESAT. Et en gros, un ESAT, c'est là où on met une personne à 20 ans et à 50 ans, elle est toujours là. Et en gros, il n'y a pas d'évolution. Mais c'est vraiment, on veut montrer que non, dans un ESAT, il y a une évolution. L'évolution, elle peut être à l'intérieur de l'ESAT, et c'est important. Et elle peut être aussi de l'ESAT vers le milieu ordinaire adapté ou vers le milieu ordinaire classique. En tous les cas, ce qui est important, c'est qu'on garantit qu'il y a un mouvement professionnel et que ce mouvement, il va dépendre du niveau d'autonomie de la personne, mais aussi de son désir. Et ça, c'est important aussi, c'est un point qui a été beaucoup mis en exergue ces derniers mois, qui était en fait que la personne devait être aussi en capacité d'exprimer ses envies et qu'elle ne devait pas être quelque part peut-être un peu parfois influencée. On le voit parfois peut-être par excès de bienveillance. La personne n'était vraiment sûre que, voilà, non, à un moment, il faut laisser la personne aussi exprimer son désir et si c'est son projet, et si son projet peut être viable, eh bien, il faut y travailler pour le mettre en place. Alors, concernant cette dynamique de parcours, hop, oui, voilà, plusieurs engagements. Alors, vous verrez des petits, vous voyez, des petits numéros. Alors, en fait, en gros, quand vous avez un petit 1 avec du vert, c'est que c'est des mesures sur lesquelles on va pouvoir, en fait, travailler dans le cadre soit d'une instruction, soit d'un décret. Donc, c'est forcément, il y a un petit peu de travail à faire, mais c'est moins compliqué que le petit point 2, parce que le petit point 2 bleu, c'est là, il faut trouver une loi. Et le petit point 3, c'est des mesures qui demandent soit à ce que ça soit rattaché à des travaux qui sont déjà menés par ailleurs et qui sont plus larges, soit ça demande à ce qu'on fasse un petit groupe de travail. Donc, premier engagement, c'était une réflexion autour de l'orientation des MDPH. Donc, beaucoup dans les groupes de travail ont exprimé peut-être cette nécessité de revoir un petit peu les modalités d'évaluation des MDPH et de faire des propositions. Bien évidemment, la décision d'orientation, elle reste dévolue à la CDAPH, mais en fait, on a eu beaucoup de personnes qui nous disaient peut-être qu'on pourrait travailler l'orientation un peu différemment, réfléchir l'évaluation de la personne différemment, laisser peut-être plus de place aussi au choix de la personne, peut-être l'entendre, éviter qu'on ait une orientation qui soit que sur la base d'un dossier. Peut-être qu'on peut aussi davantage aller chercher les Cap Emploi, donc le service public de l'emploi, pour aussi estimer la capacité de la personne à travailler en ESAT ou directement en milieu ordinaire. Donc voilà, travailler peut-être aussi cette évaluation sur la base peut-être d'immersion et pas, comme je le disais tout à l'heure, uniquement sur la base d'un dossier. Alors, sur ça, pourquoi on a mis un petit point 3 rouge, c'est qu'on s'est dit il faudrait peut-être réfléchir sur un peu des territoires pilotes, pas forcément expérimentaux, mais des territoires pilotes qui pourraient, avec des MDPH volontaires, il faudrait qu'on trouve 2-3 territoires avec des MDPH, d'autres acteurs, le SPE, des ESAT, et réfléchir peut-être ensemble, qui nous fassent des propositions sur comment on pourrait faire pour enrichir cette évaluation. Donc, c'est pour ça que c'est classé en rouge. Un point, par contre, qui est classé en bleu et en vert et qui est, à mon sens, très transformateur, c'est essayer de se dire qu'il faut décloisonner en fait les parcours et faire en sorte que finalement, quand on est en ESAT, on n'est pas complètement bloqué et il peut y avoir une fluidité entre l'ESAT, le milieu ordinaire adapté, le milieu ordinaire classique, et qu'on peut faire aussi finalement avoir une sorte de droit aux allers-retours. Alors là, c'est une mesure par exemple typiquement symbolique qui est de dire du coup, on met les personnes dans une capacité, dans un mouvement, donc on les accompagne. Donc finalement, plutôt que d'être dans un terme un peu figé, établissement et service d'aide par le travail, on remplace l'aide par accompagnement. Typiquement, ça, c'est de la loi parce qu'il faut changer tous les termes ESAT dans tous les codes. Et honnêtement, je ne suis pas sûre que c'est le premier. S'il faut retenir un point qui passera au niveau de la loi, c'est peut-être pas ce premier parce qu'on est plus dans le symbole
Et ça, bon, bah, qu'on appelle un ESAT, le A, accompagnement ou aide, ok, dans la forme symbolique, c'est important. Dans le quotidien des gens, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on l'a inscrit. Il faudra qu'on le trouve par rapport à une loi, mais si c'est dans la première mesure à faire passer par une loi, c'est peut-être pas celle-là, et c'est plutôt la deuxième. La deuxième, c'est quoi? C'est de se dire, comme je disais, il faut qu'on casse les silos. Aujourd'hui, quand vous lisez la définition dans le CASF, on dit que la personne qui est orientée en ESAT, on considère qu'elle n'a absolument aucune autre capacité à aller travailler ailleurs. Nous, on veut changer un petit peu cette définition. Alors, on voulait complètement l'ouvrir. Je pense qu'on ne va pas pouvoir complètement l'ouvrir, mais à minima, ce qu'on veut, c'est que la personne puisse faire... c'est pas parce qu'elle est orientée dans un ESAT qu'elle ne peut pas aussi aller en milieu ordinaire. Donc, c'est une mesure qui me semble extrêmement transformatrice, et celle-là, je pense qu'on va réussir à l'avoir, c'est de mettre dans la loi que ça n'interdit pas qu'on peut faire un temps partiel en ESAT et un temps partiel en milieu ordinaire. Ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on commence à ouvrir un petit peu en fait, les silos. Ça veut dire aussi que on peut aussi, et ça pourra se faire pas par la loi, mais par juste une instruction à Pôle emploi, dire que toute personne qui en est ESAT, si elle le souhaite, elle peut s'inscrire aussi en même temps à Pôle emploi. Donc, ça montre qu'on casse un petit peu ces silos. Et c'est aussi finalement un moyen de dire que la personne peut commencer un peu à aller lever l'autocensure et finalement à aller progressivement découvrir un milieu ordinaire adapté ou un milieu ordinaire classique en le faisant, comme je disais, dans le cadre de 2 temps partiels. Et puis de s'apercevoir que finalement, bah, c'est faisable en fait. Et en même temps, c'est sécurisant parce que dans un premier temps, elle peut garder son temps partiel en ESAT. On a eu aussi des entreprises. Parfois, on a des ESAT qui sont hyper bien implantés dans des communes et on peut avoir aussi des petits employeurs. Le petit restaurant de la commune qui nous dit « mais moi, je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à plein temps. D'avoir quelqu'un à temps partiel, ça pourrait m'intéresser. » Et du coup, on peut très bien envisager qu'on ait quelqu'un qui soit en partie en temps partiel dans les ESAT et en temps partie qui, par exemple, assure le service dans un restaurant qui est dans la commune dans laquelle appartient l'ESAT. Donc ça, c'est important. Alors, il y avait déjà des établissements qui pouvaient pratiquer ces temps partiels ou parfois ce droit au retour, mais ce n'était pas très carré. Donc là, l'idée, c'est qu'on le pose dans la loi et que ça soit autorisé et que ces pratiques soient pleinement reconnues. Donc ça, c'est un point important. Et ce droit aux allers-retours, c'est vraiment quelque chose aussi d'extrêmement sécurisant. Le principe existait déjà, mais la mise en opérationnalité n'était pas toujours possible. Là, on le reconnaît et surtout, on le met en opérationnalité. Le mettre en opérationnalité, c'est quoi? C'est d'assouplir le cadre de gestion en fait, de l'établissement, c'est-à-dire que l'aide au poste que les AT reçoit, jusqu'à présent, elle est calculée de façon très stricte, puisque c'est chaque mois, on ne doit pas dépasser. Là, on va l'annualiser, ce qui va permettre de donner cette souplesse pour permettre que quelqu'un, par exemple, qui partirait en milieu ordinaire, s'il doit revenir au sein de l'établissement parce qu'il y a eu une rupture de contrat pendant sa durée d'orientation. C'est pas la personne est partie, ça fait 20 ans qu'elle a quitté les AT et au bout de 20 ans, elle revient. Non, c'est pendant la durée d'orientation. Si elle revient, il faut que l'établissement soit en capacité de l'accueillir et pour ça, il faut qu'il y ait une souplesse dans la façon dont on gère les aides au poste. Et c'est pour ça que donc ça, c'est une mesure qui rend opérationnel ce droit au retour, c'est l'annualisation de l'aide au poste. Et ça nécessite la loi également. Un point sur lequel je veux juste revenir quand on parlait du service public de l'emploi et de Pôle emploi, quand on parle de aussi essayer de fluidifier les parcours, c'est aussi, et ça ne sera pas dans le cadre de la loi, c'est une instruction qui va être donnée à Pôle emploi, c'est aussi de demander à tous les pôles emploi qui regardent un peu différemment les fameuses PMSMP, donc les périodes d'immersion. Aujourd'hui, on a pas mal d'hétérogénéité dans la façon dont les pôles emploi acceptent les PMSMP pour un travailleur des AT. Parfois, ils acceptent sur 15 jours, renouvelable une fois, ça fait 2 fois 15 jours. Honnêtement, pour certaines personnes, 2 fois 15 jours, c'est beaucoup trop court. Le temps que la personne
s'immergent dans l'entreprise, comprennent un petit peu les process, les 15 jours sont arrêtés. Alors, OK, on peut renouveler 15 jours, mais la loi, aujourd'hui, pour les PME-SMP, on peut aller jusqu'à 2 mois. Alors, bien évidemment, le service public de l'emploi, et on peut le comprendre, fait aussi gaffe à ça, puisque l'idée, c'est que ça ne devienne pas non plus du travail dissimulé et qu'on n'ait pas des employeurs qui se servent de ces fameuses périodes d'immersion pour avoir finalement des travailleurs qui viennent bosser 2 mois gratuitement. Donc, ils sont assez vigilants. Mais pour autant, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils aient un regard un peu plus ouvert quand c'est un travailleur des AT, en considérant qu'il a besoin sûrement d'une immersion un peu plus longue et que 15 jours renouvelables une fois, c'est beaucoup trop court. Donc là, pareil, ça va être, je pense, assez facile. On est en train de regarder avec la DGFP et avec Pôle emploi pour que ça soit du coup préconisé auprès de toutes les directions de Pôle emploi. Alors, c'est déjà fait dans certaines Pôle emploi, il n'y a pas de problème. Mais sur d'autres territoires, c'est plus compliqué et ça nous a été remonté. Vous voyez, quand je dis il n'y a pas de petite mesure ou de grande mesure, entre une mesure qui autorise le cumul temps partiel des deux côtés et cette mesure sur les PME-SMP, bien évidemment, on n'est pas sur 2 niveaux identiques, mais pour autant, c'est des mesures qui, en fait, ont un impact sur le quotidien professionnel. Toujours pour favoriser cette dynamique de parcours, c'est vraiment de se servir aussi de la mise à disposition comme un véritable levier pour l'inclusion professionnelle. Et là aussi, on avait des choses très différentes. C'est-à-dire qu'on avait des territoires qui nous disaient, moi, quand je calcule le coût de la facturation de ma MAD, je n'ai pas le droit de faire de marge, donc je prends juste le coût réel de la personne et ça me donne un coût de facturation à l'entreprise autour de 6 ou 7 euros. On a d'autres ESAT qui disaient, moi, quand je facture, je prends en considération l'accompagnement humain, professionnel que je fais de la personne et en fait, je l'intègre dans mon coût, ce qui me donne un coût de facturation à l'entreprise autour de 10 ou 11 euros. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des entreprises du milieu ordinaire qui du coup ne comprennent pas, parce que sur un même territoire, ils peuvent avoir un ESAT qui leur facture une MAD à 6 ou 7 euros et de l'autre côté, un qui est à 10 ou 11 euros. Donc, il y a un moment, il faut harmoniser ça pour qu'on ne crée pas de confusion. Donc là, il va être écrit noir sur blanc que, bien évidemment, dans les modalités de facturation, on peut prendre en considération dans le coût facturé l'accompagnement humain. Parce que ceux qui étaient à facturer à 6 ou 7 euros disaient, mais nous, il n'y a pas de souci, on considère que, bien évidemment, on met à disposition, mais on accompagne cette personne, donc il faut valoriser l'accompagnement qu'on fait. Sauf que si on a un contrôle de l'inspection du travail, on va se faire tacler. Donc là, il faut que ça soit clair. Donc du coup, au moins, il n'y aura plus de problème. Et puis, quelque part, même si c'est heureusement pas la majorité des entreprises, c'est quand même aussi éviter qu'on ait un effet d'aubaine avec des entreprises qui se disent, tiens, pendant 24 mois, je prends quelqu'un en mise à disposition, c'est du travail pas cher, il occupe un vrai poste chez moi, au bout de 24 mois, je suis obligée d'arrêter, mais par contre, je prends une deuxième personne et à nouveau rebelote, je le fais pendant 24 mois. Donc, il y a un moment, il faut aussi que les entreprises s'engagent. Les achats vers le milieu protégé, le milieu adapté, c'est bien. Il faut les poursuivre. On va le voir aussi après. On a mis des outils pour ça. Mais il faut aussi à un moment que les entreprises ordinaires intègrent directement dans leurs effectifs des personnes en situation de handicap, quelle que soit l'origine de la personne. Donc ça, c'est aussi important qu'on puisse intervenir sur ce point-là. Donc, voilà sur ce premier axe. Un deuxième axe qui est autour de tout ce qui est le pouvoir d'agir des personnes. Là, on va être plutôt sur des mesures qui vont moins nécessiter le recours à la loi. C'est plutôt des mesures qui vont faire l'objet d'une instruction. Donc, vraisemblablement, ce qui va se passer, ce qu'on a convenu avec les contributeurs, c'est qu'on va faire une instruction sur laquelle on a déjà commencé à travailler. Donc, l'idée, c'est qu'elle puisse, dès les premiers mois de 2022, être diffusée. Ça va être une instruction qui va être diffusée aux ARS, mais aussi aux établissements. Donc, c'est une instruction un petit peu particulière parce que ça sera une instruction qui va rappeler tout le sens de ce plan et qui va aussi, du coup, mettre en exergue toutes les mesures sur lesquelles on n'a pas voulu aller de façon obligatoire. On n'a pas voulu imposer des choses, on a voulu inviter les établissements à aller vers. Parce que c'était le sens de cette concertation, c'était qu'on travaille ensemble, qu'on soit co-responsable et que ça ne soit pas un truc qui vienne du haut et qui s'impose à tout le monde. Il faut qu'on soit, comme je disais, co-responsable de ces mesures
dont on doit être tous convaincus ensemble, et ça a été vraiment le sens de ces travaux. Alors, sur la partie, donc, renforcer le pouvoir d'agir des personnes, il y a des premières mesures qui concernent en fait la formation, l'accès à la formation. Ça nous semble important. Première mesure, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les ESAT n'adhéraient pas aux OPCO, donc ces organismes qui collectent en fait les fonds de la formation professionnelle. En gros, aujourd'hui, il y a quand même une majorité, 85% des ESAT adhèrent à un OPCO, mais il reste encore 15% des ESAT qui n'y adhèrent pas. Alors, on aurait pu dire, bon, bah, on oblige par la loi que tous les ESAT adhèrent à un OPCO. Comme je vous dis, ce n'était pas l'objet. L'idée, c'est plutôt, on incite et on explique quel est l'intérêt d'adhérer à un OPCO. Je rappelle que quand un ESAT verse 1 euro à un OPCO, en fait, l'État, et c'est vraiment dérogatoire et c'est spécifique pour les ESAT, l'État verse, lui, 2 euros. Aujourd'hui, quand une entreprise privée verse 1 euro à son OPCO, puisqu'une entreprise privée a aussi un OPCO pour la formation professionnelle et les ESAT aussi pour vous, moniteurs, en tant qu'avec un statut salarié, cotise à un OPCO, il n'y a pas la compensation de l'État à hauteur de 2 euros, quoi. Donc, tous les ESAT ne sont pas au courant de ça. Et c'est dommage, parce qu'en fait, vous perdez de l'argent. Parce que finalement, quand vous mettez 1, vous récupérez 3. Donc, c'est important que, du coup, tous les ESAT puissent être conscients de ça, puissent adhérer pour, du coup, derrière, récupérer des financements de la part de leur OPCO pour favoriser l'accès et le financement de formation professionnelle pour les travailleurs de l'ESAT. Donc là, je vous disais, on n'a pas voulu rendre obligatoire ça parce que ce n'était pas l'esprit, mais aussi parce que si jamais on le rendait obligatoire, on perdait en fait ce régime dérogatoire où l'État compense à hauteur de 2 euros quand vous versez 1. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur quelque chose d'incitatif. Toujours sur le champ de la formation, c'est aussi inviter chaque ESAT à faire en sorte que tout travailleur en situation de handicap ouvre son compte personnel de formation et lui expliquer à quoi ça sert un CPF. Alors après, vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil que tout le monde ait un CPF, mais si les formations qui sont éligibles au CPF, en fait, ne sont pas accessibles, on n'aura pas beaucoup avancé. Ce n'est pas faux. Effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, les formations qui sont éligibles au CPF, elles sont souvent d'un niveau diplômant ou qualifiant, et donc un peu haute. Et finalement, aujourd'hui, beaucoup de travailleurs d'ESAT, mais pas que dans les ESAT, dans les EA, ou parfois pour des personnes aussi qui sont ni en ESAT ni en EA, et qui sont éloignés de l'emploi, le CPF, ça leur sert surtout à passer leur permis de conduire. Vous allez me dire, c'est déjà ça. Mais c'est dommage que ça s'arrête que à ça. Donc, on a commencé à prendre des contacts avec France Compétences pour essayer de voir avec eux comment ils pourraient élargir le périmètre en fait, des formations qui seraient éligibles au CPF en peut-être diminuant un petit peu leur niveau d'exigence. Donc, ça, c'est un travail qui va se poursuivre, notamment avec la DGEFP. Sur la garantie qu'on accompagne le projet de la personne, il nous a semblé aussi important qu'on rappelle qu'il est essentiel que chaque personne qui arrive en ESAT, elle puisse avoir droit à une formation ou à minima une sensibilisation à sa capacité d'autodétermination. Alors, là encore, on a eu plein d'ESAT qui nous disaient « mais nous, on le fait systématiquement ». Voilà. Mais c'est bien de le rappeler et c'est bien que ça devienne quelque chose qui soit en fait systématisé. On a aussi dans un groupe réfléchi à l'idée de mettre en place une sorte de parcours, alors de carnet de parcours et de compétences, on va voir si on l'appelle comme ça. Alors, je sais qu'il y a déjà plein de cahiers, il y a plein de documents qui existent, bien évidemment. Donc, il ne s'agit pas de créer un énième document. L'idée de ce document, c'est que ça pourrait être un document qui suive la personne dans son parcours, qui lui serait remis quand elle rentre en ESAT et qui permettrait à la fin de chaque année qu'elle puisse en fait s'évaluer un peu comme un salarié qui a un entretien annuel ou qui devrait en tous les cas avoir un entretien annuel d'évaluation à la fin de chaque année. Cette personne pourrait aussi s'auto-évaluer avec son moniteur, avec son conseiller d'insertion, voir un petit peu finalement sur cette année quelle a été sa progression en termes d'autonomie et de parcours. Donc dans ce carnet, on pourrait imaginer que figure, bah tiens, est-ce que cette année,
je ne sais pas, moi, j'ai eu des heures de mise à disposition. Est-ce que cette année, je ne sais pas, je me suis investie dans l'organisation des portes ouvertes de mon ESAT? Est-ce que cette année, j'ai pu m'investir? Je ne sais pas, il y a parfois des synergies qui se font avec des associations sportives du territoire, avec des partenariats avec les ESAT. Il y a plein de choses que vous faites. Ben voilà, pour que la personne puisse aussi finalement, on parlait tout à l'heure d'être en mouvement, elle puisse chaque année se dire, ben en fait, j'ai évolué, j'ai fait des choses cette année. Et puis que ce cahier puisse la suivre si un jour elle sort de l'ESAT, voilà, qu'elle puisse avoir un petit peu ce cahier de parcours. Alors, tout ça, c'est du vert parce que tout ça, ça va être dans le cadre de l'instruction. Mais il va falloir qu'on crée un petit groupe de travail. Alors, j'avais dit que je le mettrais en place mi-octobre. Je suis un peu à la bourre, mais on va le faire. J'ai laissé passer la semaine européenne pour qu'on refasse un petit groupe de travail avec des professionnels de terrain, avec des ESAT qui ont déjà commencé à faire des choses un peu similaires, pour qu'on puisse travailler ensemble et puis voir quelle forme on pourrait donner à ce carnet et quel contenu, surtout pour que ce soit que ce soit un truc pragmatique et pas quelque chose qui ne serve à rien et qui fasse un énième document de plus. Pareil, certains ont demandé à ce que dès que la personne rentre en ESAT, elle ait une sorte de livret d'accueil qui soit en FALC, mais pas qu'en FALC, qui soit aussi accessible, quelle que soit la situation de handicap de la personne. Bien évidemment, vous êtes beaucoup à le faire, mais tous ne le font pas. Donc là encore, l'idée, c'est d'essayer de déployer les bonnes pratiques un petit peu partout. Toujours dans ce projet de la personne, certains ont demandé à ce qu'il y ait bien un chapitre systématique sur le projet de vie de la personne qui soit intégré au projet individualisé. Autres points qui ont été soulevés aussi par les personnes elles-mêmes, c'est d'améliorer finalement leur capacité à exprimer et à participer un petit peu aussi à la gouvernance. Alors c'est vrai que dans un ESAT, on a les salariés de l'ESAT et on a les travailleurs, avec des instances qui sont différentes, notamment le CVS. Alors une demande qui a été forte, c'est de dire, mais nous on souhaiterait que le CVS, il travaille surtout sur des problématiques collectives. On aimerait parfois avoir une sorte de délégué qui soit un délégué des travailleurs en situation de handicap, mais pas forcément pour faire remonter des problématiques collectives, mais plus des problématiques individuelles, un peu, entre guillemets, comme un délégué du personnel, entre guillemets. Donc ça, forcément, c'est en lien avec le CVS. Donc, il faut regarder un peu comment on explique ce rôle de personne qui fera un peu l'interface, en fait, entre la direction de l'établissement et la personne qui rencontrerait, enfin, le travailleur qui rencontrerait une difficulté particulière personnelle. Pareil, il a été demandé de créer une sorte d'instance mixte parce qu'elle associerait aussi bien des travailleurs que des professionnels et qui serait compétente pour réfléchir sur tous les sujets que vous avez en commun, qui sont des sujets qui concernent aussi bien les salariés que les travailleurs, donc tout ce qui est qualité de vie au travail, hygiène, sécurité, prévention et évaluation des risques pro. Vous verrez alors je pense à ça, mais c'est vrai que quand je parle de personnes accompagnées, je parle de travailleurs, hein, vous avez bien compris. Pourquoi je ne mets pas travailleurs? C'est qu'on est aussi en train de réfléchir, je fais une petite parenthèse, à la sémantique, au nom. Et on aimerait aussi changer un peu les noms, pas que pour les ESAT, les noms, les mots qu'on emploie sur le handicap. Vous voyez, par exemple, la RQTH, franchement, c'est quand même pas hyper beau. C'est quand même un truc RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Les jeunes qui sont en situation de handicap aujourd'hui avec qui on discute, il n'y en a aucun qui veut avoir une RQTH. Alors, il y a plein d'autres sujets derrière, mais déjà le mot RQTH, franchement, il ne fait pas envie. On a l'impression qu'on est stigmatisé, qu'on est un peu marqué à l'encre rouge. Et la ministre a demandé notamment au CNCPH, mais pas que au CNCPH, aussi à d'autres, mais notamment à des jeunes, de réfléchir un peu à comment on pourrait faire évoluer les noms autour du handicap pour éviter un peu de stigmatiser. Et travailleur des AT, ben c'est pareil. Aujourd'hui, qui est travailleur? On est salarié, alors bien sûr, on est d'accord qu'on ne donne pas le statut de salarié aux personnes qui sont en ESAT, mais
on est employé, on est collaborateur, on est professionnel, on est ouvrier sur un métier. Mais travailleur, ce n'est pas forcément un terme qu'on entend et on l'entend que pour les ESAT. Donc, on voudrait aussi un peu le faire évoluer. Ça viendra à terme. Et c'est pour ça que j'ai mis personne accompagnée. Et quand vous voyez personne accompagnée, ça veut bien dire travailleur. Petite parenthèse fermée. Engagement 8, c'est toute la partie sécurisation des ressources financières. Donc ça, c'est aussi important. Alors, il y a des points rouges, il y a des points verts. Alors, les points verts, c'est par exemple essayer d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap en ESAT en proposant une complémentaire santé, par exemple. Donc là aussi, pas d'obligation, mais une incitation pour les établissements, d'autant plus quand, en fait, vous avez sur un même site de production des salariés de l'ESAT qui, parfois, eux, ont le droit à une complémentaire santé et des travailleurs qui travaillent ensemble et qui, eux, n'ont pas le droit à une complémentaire santé. Donc, d'essayer de travailler un peu différemment cette approche-là. Pareil, la fameuse prime PEPA, aujourd'hui, elle est ouverte pour n'importe quel salarié. Elle est ouverte aussi pour les personnes qui travaillent en ESAT. Mais tous les établissements qui l'ont mis en place parfois pour leurs salariés ne l'ont pas forcément mis en place pour les travailleurs, alors que c'est possible. Là, il n'y a pas de loi à prendre. La loi, le cadre législatif aujourd'hui l'autorise. Donc, c'est peut-être le rappeler dans l'instruction. Un gros sujet qui est en lien avec les trajectoires professionnelles et notamment les trajectoires professionnelles en dehors de l'ESAT vers le milieu ordinaire, c'est la sécurisation. On le sait. Alors ça, c'est un gros sujet, c'est la fameuse RSDAE. Donc, je rappelle, pour les personnes qui ont la H2, quand elles font plus de 17h30, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais en tous les cas, il y a un risque de perdre la hache. En tous les cas, le principe de la hache, puisque bien sûr, la hache le montant d'âge va être différencié, parce que bien sûr, on va tenir compte des nouveaux revenus de la personne quand elle part en milieu ordinaire. Mais pour autant, parfois, on arrive à des situations où la personne, en fait, sort de l'ESAT, fait plus que 17h30, elle fait par exemple 21h ou 22h, et du coup, elle perd la hache complètement. Et du coup, avec les 22 heures qu'elle a en tant que salariée, elle gagne moins qu'avant. Donc, à un moment, on ne peut pas essayer de favoriser ces trajectoires, notamment ces trajectoires vers le milieu ordinaire, et en même temps ne pas les sécuriser financièrement. Donc, on en est conscient. C'est déjà un sujet qu'on avait essayé de porter en septembre de l'année dernière. C'est compliqué parce que derrière, forcément, ça vient toucher un sujet beaucoup plus vaste, qui est le sujet en fait, des ressources financières des personnes en situation de handicap et pas que des personnes en ESAT. Donc, forcément, ça, c'est point rouge puisque ça veut dire que c'est un sujet qui est travaillé notamment au regard de tout ce qui est toute la question de la hache, toutes les questions autour des financements des personnes en situation de handicap et des allocations. Madame Dequerle, on va se donner encore 10 minutes d'intervention pour qu'on puisse après profiter d'un temps d'échange. Ok, merci. Parfait. Dernier point sur le pouvoir d'agir des personnes, c'est de reconnaître à la personne des droits qui sont issus des droits du Code du travail, pas de la Convention 66, mais du Code du travail. Donc, à minima, quand quelqu'un travaille, quand un travailleur des ESAT travaille les dimanches, travaille les jours fériés, il devrait quand même avoir une possibilité de les récupérer comme n'importe quelle personne qui travaille. Idem, des congés exceptionnels. On a des travailleurs des ESAT qui nous disaient voilà, moi je viens de perdre ma grand-mère, un truc tout simple, j'ai pas le droit de congé exceptionnel pour aller à son enterrement. Ça c'est quand même normal pour mettre les choses au même niveau, même si une fois de plus on ne touche pas à l'ESAT. L'ESAT ne devient pas une entreprise, l'ESAT reste du médico-social, la personne n'a pas un statut de salarié, elle a bien un statut d'usager, mais ça nous semblait important d'aligner quand même certaines choses. J'accélère. Il y avait également dans ce plan des mesures pour assurer le développement des ESAT. Donc, vous le savez peut-être, dans les entreprises adaptées, depuis plusieurs années, on a ce qu'on appelle un fonds qui s'appelle le FATEA. L'idée, là, c'est de créer un FAT-ESAT. Alors, c'est facile, on a repris un peu les mêmes acronymes. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en fait un financement de l'État pour aider au financement d'investissements nouveaux pour les ESAT, des financements soit pour en fait moderniser les outils de production,
soit pour diversifier, pour des ESAT qui voudraient en fait se positionner sur de nouveaux marchés et qui ont besoin d'acheter des machines pour ça, soit des ESAT qui souhaiteraient recourir à des conseils, que ce soit un consultant qui vienne faire un audit pour améliorer, je sais pas, de la production ou de la gestion financière, gestion RH, enfin voilà, du recours à du conseil. Donc l'idée, c'est qu'on ait un fonds qui fonctionne un petit peu comme le FATEA, mais en plus simple, et qui soit en fait avec un cofinancement de l'État pour pouvoir accompagner les établissements qui auraient besoin en fait d'accéder à ces nouveaux outils de production ou à ces prestations de conseil. Pareil, dans l'idée de développer l'activité en fait, des ESAT, on a beaucoup d'entreprises ordinaires qui nous disent qu'elles ne connaissent pas suffisamment l'offre de services des établissements qui sont sur leur territoire. Donc l'idée, c'est en lien avec Andeco et avec le GESAT, de développer un outil informatique de géolocalisation qui permettrait en fait pour toute entreprise ordinaire de se connecter à cet outil numérique et de pouvoir sortir très rapidement sur tel territoire, quels sont tous les ESAT à ma disposition, avec une petite fiche qui présente quelle est l'offre de service en fait, de l'ESAT, sur quoi elle peut intervenir, et quelques informations un peu plus détaillées. On a aussi un point important quand on parle de trajectoire, c'est aussi de pouvoir peut-être proposer un soutien de l'État pour amener de nouvelles compétences dans certains ESAT, notamment parfois des petits ESAT qui n'ont pas forcément les moyens financiers de se doter de ces nouvelles compétences, comme des compétences de conseiller d'insertion, de conseiller en parcours d'insertion. Donc là, l'idée, on va faire, pourquoi c'est en rouge, c'est que l'idée, c'est de faire un groupe de travail. Je vous rassure, il a déjà été mis en œuvre là, depuis septembre, pour réfléchir comment on peut faire pour que l'État prenne sa part de responsabilité et intervienne un petit peu financièrement pour aider les ESAT. Alors, on l'a dit depuis le début, hein, bien évidemment, l'idée, c'est pas, parce que ça sera absolument pas tenable, et puis je ne crois pas que ça soit souhaitable, c'est pas que l'État finance un poste de conseiller d'insertion pour les 1500 ESAT, parce que de toute façon, financièrement, c'est juste pas possible et c'est pas tenable. Donc, on est en train de regarder, avec ce groupe de travail, comment on pourrait faire pour avoir peut-être renforcé en fait ces compétences, peut-être plutôt sur des compétences mutualisées entre plusieurs ESAT. Et puis, ouvrir les ESAT, on l'a dit, enfin je l'ai dit tout à l'heure en intro, les ESAT ne doivent pas être un milieu à part, il faut que les ESAT s'ouvrent davantage aux autres acteurs sur le territoire, aux autres acteurs de l'emploi. Donc ça, dans l'instruction, il sera écrit qu'à minima, il faudrait que les ESAT soient dans une relation partenariale avec au moins le service public de l'emploi, ce qui est généralement le cas, mais voilà, autant c'est encore mieux si on le dit. Une entreprise adaptée de son territoire aussi, pourquoi pas, on a 700 entreprises adaptées, beaucoup d'entreprises adaptées qui disent qu'aujourd'hui, elles ne trouvent pas de personnes sur des besoins qu'elles ont. Nous, on reste persuadés qu'il y a un sourcing à faire dans les ESAT pour permettre aux entreprises adaptées de trouver de nouveaux salariés qu'ils n'arrivent pas à trouver quand ils ont des commandes de leurs entreprises clientes ordinaires. Donc, les partenariats doivent être renforcés. Idem, les partenariats avec tout ce qui est emploi accompagné, job coaching, pour sécuriser la personne une fois qu'elle bascule en milieu ordinaire, à plein temps ou à temps partiel. On sait très bien que la personne qui débarque en milieu ordinaire, s'il n'y a pas un accompagnement à durée indéterminée en proximité de la personne, mais aussi du collectif de travail et du manager de l'entreprise ordinaire, on va au casse-pipe. Donc, cette sécurisation derrière, elle est obligatoire. Et ça, c'est le rôle de l'emploi accompagné. Alors, je passe peut-être un peu plus vite sur ça. Il y a eu dans un des groupes de travail, l'idée, c'était aussi de développer aussi tout ce qui est approche qualité, et avoir posé des indicateurs qualité. Pourquoi c'est en groupe 3? C'est parce qu'en fait, il y a déjà des travaux qui sont en cours. C'est tout ce qui a trait autour de Séraphin, donc qui dépasse le simple cadre du secrétariat d'État au handicap, qui est beaucoup plus large. Et là, du coup, voilà, ça doit être accroché à ces travaux-là. Je le dis parce que voilà, ça a pu faire peur parfois. Quand on parle d'indicateur, bien évidemment, un indicateur pour nous, dans un ESAT, ce n'est pas uniquement le taux de sortie en milieu ordinaire. Bien évidemment qu'il faut qu'on regarde comment on arrive à favoriser ces trajectoires. Mais pour nous, c'est aussi important, comme on le disait tout à l'heure, de garantir que chaque personne qui est en ESAT a droit aussi à suivre une formation professionnelle à l'intérieur de l'ESAT. Voilà, il n'y a pas que le taux de sortie, mais il y a aussi le taux de sortie.
Un dernier axe qui est l'attractivité des métiers. Alors là, bon, de toute façon, ce PowerPoint, hein, je vous l'adresserai. Vous voyez qu'on est beaucoup sur du rouge. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de discussions autour de comment en fait favoriser une meilleure reconnaissance professionnelle de tous les intervenants salariés cette fois-ci. Là, je ne parle pas des travailleurs des AT. Comment adapter peut-être la formation initiale, mais aussi la formation continue. Beaucoup nous ont dit qu'ils auraient besoin en fait d'avoir des formations sur des nouvelles populations, que la population accueillie en ESAT évoluait, qu'on passait aussi beaucoup sur du handicap psychique, alors qu'avant on était beaucoup sur des salariés qui étaient en situation de handicap, plutôt déficience intellectuelle, qu'on avait aussi des troubles de l'autisme qui allaient de façon croissante, des personnes vieillissantes aussi, et beaucoup de professionnels nous ont dit que parfois ils étaient un peu démunis, qu'ils aimeraient avoir des formations sur ce sujet-là. Des directeurs des AT qui nous ont dit aussi qu'ils avaient besoin d'avoir des formations sur tout ce qui est conduite du changement. Voilà, donc ça, c'est travailler avec les branches. Je ne vais rien vous apprendre aujourd'hui. Il y a d'autres travaux avec les branches, tous les travaux autour de aussi tout ce qui est attractivité salariale. Donc, tous ces travaux doivent être menés de front. Donc, c'est pour ça que c'est en poids rouge, parce que ça fait l'objet de quelque chose qui est beaucoup plus vaste et qui dépasse en fait ce simple cadre. Donc, voilà, j'ai accéléré un peu sur la fin, parce que je sais que je suis bavarde. Donc, juste peut-être vous dire en conclusion, avant de pouvoir peut-être échanger avec vous. Alors, l'audience demande de ralentir peut-être. Voilà. Là, du coup, je suis allée un peu plus vite. Mais de toute façon, je vais laisser aussi la parole à des questions. Donc, je pourrais peut-être reprendre sur des points où je suis peut-être passée trop vite. Très bien. Dire que du coup, l'idée, comme je l'ai dit en intro, c'est qu'on ait quand même un maximum de choses qu'on puisse faire passer dès la fin du mandat. Donc, voilà, il y a une loi qui devrait arriver là, courant décembre sur lequel on a essayé de faire coucou. Le coucou, et j'espère qu'on pourra faire passer 2-3 choses. Pour le moment, c'est plutôt bien parti, des choses vraiment essentielles et moins symboliques. Et puis, l'instruction, on va y travailler. Il y a déjà une base de travail. On va la retravailler avec les organismes gestionnaires pour que, du coup, on continue à être vraiment sur une responsabilité collective. Et je pense que c'est un peu ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que moi, j'ai eu le sentiment, quand on a démarré en janvier, qu'il y avait un peu un rapport, pas de défiance, mais un peu de méfiance. Et je crois que la force du travail qui a été fait pendant ces 3 mois ensemble, c'est qu'on s'est entendus les uns et les autres, que chacun a exprimé, que chacun a des contraintes, mais l'idée, c'est qu'on arrive à quelque chose qui soit partagé et que ce soit un peu une contrainte morale et finalement un peu notre responsabilité à tous d'essayer de mettre en œuvre en fait et de ce plan, parce que ce plan, c'est quand même un moyen de dire les ESAT ont un rôle important et il faut arrêter d'avoir une image parfois un peu vieillissante de l'ESAT, parce que dans les ESAT, ils se font des trucs géniaux et voilà, il faut le dire, et il faut le montrer, il faut l'affirmer. Et l'ESAT ne doit pas être un milieu à part au fin fond d'une campagne complètement cachée. C'est pas ça l'ESAT en fait, et c'est plus ça, et peut-être que ça a été ça il y a 30 ans, mais c'est plus ça aujourd'hui, et il faut pouvoir communiquer sur toutes ces choses super qui se passent chez vous. Voilà, alors je vais essayer de reprendre la caméra, mais comme je suis nulle, en tous les cas, je peux vous entendre, c'est déjà ça, mais je vais essayer de vous voir aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Ah, je vous revois, super. On va vous présenter l'audience et je ne doute pas qu'il y ait quelques questions à venir. Alors évidemment, et j'entends que la question de l'évolution des métiers aussi est au cœur de vos préoccupations et on peut en parler évidemment. Peut-être faire une aparté sur le fait qu'effectivement, même si le ministère, le secrétariat d'État est aussi en charge de la question de la revalorisation autour du Ségur, les questions autour de cette question-là qui sont évidemment très importantes aussi, voilà, ne sont pas forcément de la compétence de Madame de Kern, donc voilà, juste la partie. Mais à vous la parole. Je vous remercie de bien vouloir vous présenter à chaque prise de parole. Merci beaucoup. Il faut allumer le micro.
Vous ferez un petit signe, Madame de Carle, si vous entendez bien la question. Ouais. Bonjour, Amélie Lepandaire, directrice ESA2A à la BPI 44. Merci pour cette présentation très intéressante. Rassurante aussi parfois, puisqu'on peut constater qu'on dans certains engagements, il y a déjà des choses qu'on met en place. Donc, c'est bien de pouvoir harmoniser, structurer tout ça. Quelques questionnements, notamment au niveau du droit aux allers-retours. On est déjà, depuis quelques années, dans la gestion du flux actif, qui n'est pas toujours simple à gérer, avec l'augmentation du nombre de temps partiels, qui fait que sur l'agrément de départ, on accueille souvent beaucoup plus de personnes en physique, et donc ça nécessite aussi beaucoup plus de travail en parallèle. Donc, sur la question des allers-retours, voilà, je ne sais pas comment ils seront envisagés, donc si vous pouvez éclairer sur ce point-là. Et puis également, c'est très intéressant, l'inclusion, mais je trouve en tout cas qu'elle repose là aujourd'hui beaucoup sur seulement le secteur protégé. Quid de l'extérieur, puisqu'en fait, la sensibilisation, la formation, on a pu en parler un petit peu auparavant, ne doit pas reposer que sur les ESAT parce qu'on n'y arrivera pas et ça doit être porté de manière plus générale auprès des acteurs du monde économique. Voilà. Alors, sur le premier point, sur le droit au retour, alors effectivement, l'idée c'est, parce que ce principe de droit au retour, il existait déjà, mais il n'était pas forcément, comme je disais tout à l'heure, mis en opérationnalité parce que justement, votre cadre de gestion, il est quand même super contraint. Alors, idéalement, et c'est d'ailleurs, c'était une des propositions du groupe, c'était de faire évoluer deux choses. La dotation de fonctionnement, pour la travailler aussi en file active, et l'aide au poste. Donc, l'évolution de la dotation de fonctionnement en la travaillant sur une base de file active, ça, c'est dans le cadre, on l'a retenu, hein, mais c'est vraiment à voir avec tous les travaux de Séraphin. Là, nous, ce qui nous importait déjà, c'était l'aide au poste. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'aide au poste avec l'ASP, c'est quand même super figé. J'avais encore un directeur des AD qui me disait, là, il y a 2 jours, je devais être à 100 et comme, enfin même pas lui, c'était, je devais être à 100, oui, je crois que c'est ça, je devais être à 100 personnes, je suis à 101. Du coup, le 1, l'ASP ne veut pas me le payer en fait. Alors qu'en fait, c'est un truc qui est juste transitoire. Donc, l'idée de l'annualisation, c'est vachement bien parce que ça veut dire qu'en fait, oui, vous pouvez être à 101 ou à 102. L'essentiel, c'est qu'à la fin de l'année, vous soyez à 100. Donc, ça va permettre justement de donner cette souplesse en sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, avec les arrêts de travail que vous avez souvent, quand vous avez une autorisation pour 100 personnes, vous êtes rarement à 100 personnes. Souvent, le versement ASP, il est déjà inférieur à 100. Mais là, ça va permettre que vous puissiez dépasser et du coup, si jamais il y a une personne à réintégrer dans les AT, rendre ce droit au retour possible. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait. Après, sur ces droits aux allers-retours, il va falloir voir un petit peu aujourd'hui, quand on regarde des stats, c'est difficile d'avoir une volumétrie, de savoir combien de personnes vont être concernées par ces droits au retour. Quand on regarde le rapport IGAS, on est à moins de, je crois qu'on est à 0,5%, quelque chose comme ça, de sortie en milieu ordinaire. Moi, je me suis amusée la semaine dernière, à regarder du OD. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que les ESAT, franchement, sont les réseaux qui sont, à mon sens, les plus investis sur du OD. Je fais un petit aparté aussi, mais au mois de septembre, tous les ESAT étaient au taquet pour déjà accompagner les personnes qui voulaient faire du OD, les inscrire sur la plateforme. Et si bien qu'au début, on avait davantage de personnes inscrites qui venaient des ESAT que de personnes demandeurs d'emploi, alors qu'on a 120 000 travailleurs d'ESAT et qu'on a 480 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, Cap emploi. Bref, bon, après, les choses se sont rééquilibrées, mais quand on regarde, je regardais sur les 120 000 personnes qui travaillent dans un ESAT, il y a aujourd'hui 5% de travailleurs d'ESAT qui se sont inscrits sur la plateforme du OD. Donc, on pourrait considérer que finalement, aujourd'hui, on a 0,5% de personnes en ESAT qui sortent en milieu ordinaire, mais il y a peut-être 5%
Et je pense qu'on est autour de ça, de personnes qui aimeraient, dans tous les cas, qui auraient ce projet-là, puisque la preuve, il y en a 5% qui disent, bah, tiens, moi j'aimerais bien faire du OD pour voir un peu ce qu'est le milieu ordinaire, donc c'est que ça les titille. Donc après, ça va être compliqué, effectivement, ce droit au retour, il va falloir que, on va le lancer, on va voir un peu la volumétrie et puis on l'adaptera si besoin. Mais c'était important de faire bouger le cadre. Deuxième point, j'essaye d'aller un peu plus vite. Marion, peut-être me dire jusqu'à quelle heure on a, parce que comme je suis bavarde, que je un peu. On a encore 15 minutes. Ok. Donc jusqu'à 12h35 et je vous propose, si vous voulez bien, supprimer votre partage d'écran pour qu'on puisse vous voir à l'écran. Oui, alors je ne sais pas trop et j'ai peur de tout faire coincer. Alors du coup, je sens des parties. On va vous garder comme ça alors. On va vous garder en miniature. On va vous garder en miniature alors. Sur l'autre point, qui est un point essentiel et sur lequel la ministre est totalement convaincue, on était encore ce matin avec des grands dirigeants de CAC 40 et on sait très bien que le milieu économique, ce n'est pas que les dirigeants de CAC 40, mais c'est bien qu'eux aussi soient convaincus. Bien évidemment que l'insertion des personnes en situation de handicap, et je ne parle pas que de l'insertion des travailleurs des AT, elle se fait par les entreprises, par les employeurs, je dirais même, parce qu'il n'y a pas que les entreprises privées, il y a aussi les employeurs publics. Donc, une relation de travail, c'est des deux côtés. Donc, ce n'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, on aura beau mettre en place tout ce qu'on veut avec les ESAT. On aura beau monter l'employabilité des personnes en situation de handicap, favoriser l'apprentissage, mettre des référents handicap dans les CFA. Tout ça, c'est super. Si la porte de l'entreprise, elle est fermée, eh bien, les personnes, elles resteront devant la porte. Donc, de toute façon, il faut jouer des deux côtés. Il faut jouer, sur l'employabilité des personnes, sur les montées en compétences, sur les trajectoires, mais il faut absolument jouer sur l'autre pan qui est l'ouverture des entreprises et des employeurs ordinaires au handicap. Donc, sur ce pan-là, le ministre a tendance à dire, et je pense que c'est vrai, les employeurs ne sont pas malveillants. Ils sont totalement paumés sur le handicap et ils sont hyper démunis. Vous leur mettez quelqu'un en situation de handicap, déjà pour eux, le handicap, c'est le fauteuil roulant. Donc déjà, il faut démystifier. Il faut expliquer qu'il y a une diversité de situations de handicap, qu'à 80%, le handicap, il est invisible. Donc, c'est tous ces messages qu'il faut qu'on fasse passer auprès des entreprises. C'est expliquer aux recruteurs que c'est à eux d'amorcer la discussion dans un entretien de recrutement avec quelqu'un qui est en situation de handicap parce que ça ne va pas se voir. Donc, si eux n'en parlent pas, la personne ne va pas oser en parler. Il faut former les managers. Il faut mettre de l'emploi accompagné parce que si on reprend sur des handicaps qui sont parfois complexes comme l'autisme, comme la déficience intellectuelle, comme le handicap psychique, l'employeur, ce n'est pas un expert et on ne lui demande pas d'être expert. Donc, il faut mettre du job coaching pour qu'ils se disent « Ok, je n'ai pas de souci, je peux recruter quelqu'un qui est en situation autistique ou en situation de handicap psychique parce que si j'ai un souci, je vais chercher le service après-vente, je vais chercher entre guillemets l'expert qui va m'accompagner, qui va me sécuriser. » Donc, il y a tout un dispositif, aujourd'hui, il y a plein de choses, mais je m'aperçois parce que cette question que vous posez, c'est fou parce qu'en fait, ça fait plein de fois qu'on nous la pose, alors qu'en fait, on a développé toute une série d'actions pour monter en compétence les entreprises parce qu'on est persuadé que la clé de l'emploi, elle se situe du côté des entreprises et des employeurs. Donc ça, c'est extrêmement important et donc, soyez rassurés, il y a plein de choses. Je ne vais pas y passer, parce que je sais que le temps est compté, mais un truc tout bête d'avoir imposé que dans toutes les entreprises de plus de 250 personnes, il doit y avoir un référent handicap, ce n'est pas suffisant, mais c'est un premier truc. S'il n'y a personne qui a été un peu formé au handicap dans l'entreprise, ça ne marche pas. Alors maintenant, il faut que ces référents handicap soient formés. C'est encore autre chose. Mais déjà, c'est important qu'il y ait une clé d'entrée dans l'entreprise. À la fin de l'année, on va publier un baromètre du handicap. Enfin, ça va être plutôt mi-janvier. Le baromètre handicap, ça va être quoi? On a mis l'index égalité homme-femme pour essayer de jouer sur la parité. Demain, on veut jouer sur le handicap. Mais on ne veut pas le jouer de façon obligatoire. Il y a déjà la loi sur l'obligation de l'emploi. Ça fait 30 ans qu'on demande aux entreprises d'être à 6%, on est à 3,5%. On voit bien que la loi, elle est importante, mais elle ne suffit pas. Il faut former les entreprises à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et pour ça, il faut démystifier le handicap, il faut libérer la parole, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le handicap et que le diabète, c'est aussi du handicap. Et que les entreprises, elles sont entourées de salariés handicapés, mais qu'elles ne le savent pas parce que ça ne se voit pas toujours. Donc, on va mettre en place ce baromètre. Ce baromètre, ça va être quoi? Ça va être des entreprises sur la base du volontariat, parce qu'on arrête le côté obligatoire, sur la base du volontariat, qui vont publier sur la base de 6 indicateurs qu'est-ce qu'elles font, quels sont leurs engagements sur la base du handicap. Ça va pouvoir vous aider, vous aussi,
en tant qu'ESAT, de pouvoir aller travailler avec des entreprises que vous sachez qui sont un peu plus handi-performantes ou handi-accueillantes. Et dans les 6 indicateurs, ça sera des trucs très simples. Il y aura un indicateur, par exemple, quelle est votre relation aujourd'hui avec les EA et les ESAT de votre territoire. Il y a 2 questions. Il y a une question, quel est votre niveau de chiffre d'affaires avec les ESAT et les EA? Et il y a une deuxième question, combien de personnes vous avez recrutées qui provenaient d'un ESAT et d'un EA? Donc, vous voyez qu'on n'a pas oublié ce lien à faire entre le milieu protégé adapté et les entreprises ordinaires. Merci. Je profite que vous m'avez laissé le micro juste pour rebondir. Je fais une différence entre le droit au retour et les droits aux allers-retours. Moi, il y a une différence et c'est là où ça me questionne. Deuxièmement, sur les entreprises, c'est très bien de parler des entreprises de plus de 250 salariés. Il y a aussi des ESAT qui sont sur des territoires ruraux. Pour ma part, par exemple, sur un des ESAT, à 30 km à la ronde, il y a une seule entreprise qui a plus de 250 salariés. Donc, ce n'est pas que cibler ces grands groupes-là. Et puis, dernière question, je pense que ça intéressera plusieurs d'entre nous, sur la dernière diapo qui a été passée un petit peu rapidement, sur la revalorisation salariale. Je pense qu'au-delà du Ségur, je ne vous parle pas du Ségur, mais je pense que vraiment, il y a une réflexion à porter sur la revalorisation salariale pour tout professionnel qui interviennent auprès des personnes qui travaillent en projet. Merci. Oui, bonjour. Donc, Liliane Jean, je suis directrice du pôle inclusion de l'ADAPEI en Loire-Atlantique, qui est un plateau technique qui gère un ESAT hors les murs depuis 20 ans et le dispositif d'emploi accompagné notamment. Je vous remercie. Oui, merci. Je vous remercie vraiment pour votre intervention qui appelle à plusieurs questions ou réflexions en tout cas et qui rebondit sur ce que vous venez de dire sur l'accompagnement vert mais aussi dans l'emploi. Je pense que cette partie du dans l'emploi, elle est vraiment essentielle et de pouvoir aider à la préparation et à l'arrivée des personnes, effectivement, c'est important. Sensibiliser l'entreprise, c'est important. Mais aider à l'organisation du poste, ça l'est tout autant. Et surtout, assurer de la médiation et du suivi sur du long terme dans l'emploi. Et je pense que les ESAT sont en capacité aussi d'assurer ce suivi dans l'emploi dès lors qu'il y a une organisation qui se met en place. Parce que vous faites référence au dispositif d'emploi accompagné et aux plateformes. Moi, je suis d'accord, mais la ministre a souhaité passer 4 000 personnes accompagnées dans le cadre des DEA à 10 000 personnes. Mais si je rapporte ces 10 000 personnes aux 100 départements que nous avons, ça fait 100 personnes par département accompagnées par l'emploi accompagné. Donc, on ne pourra pas répondre à l'enjeu très fort du maintien dans l'emploi via les dispositifs d'emploi accompagnés. Et donc, je pense qu'il est essentiel aussi qu'il y ait une articulation avec les ESAT qui connaissent bien aussi les personnes en situation de handicap qu'ils ont accompagnées pendant tout un moment pour faire du lien et du suivi dans l'emploi, ce que nous faisons notamment sur les ESAT hors les murs. Donc, voilà, juste ce petit point d'échange. Et puis, je me permets d'insister très fortement aussi sur la question de la rémunération des travailleurs. Aujourd'hui, c'est un véritable frein à l'insertion que de perdre son AAH parce qu'on travaille plus d'un mi-temps. Donc là, je voyais dans le diaporama que la question était, on met en place un groupe de travail, on réfléchit sur la chose. Non, je pense qu'il faut aller très très vite parce qu'aujourd'hui, les travailleurs des ESAT nous disent, ils font leurs calculs, qui est le leur, parce qu'on n'a pas de simulateur cadre, mais ils font leurs calculs et finalement, ce coup près-là, il est vraiment un frein à l'insertion. Ils ne peuvent pas travailler à temps plein, ils peuvent travailler un petit peu plus qu'un mi-temps, mais avec 21h, 22h, vous l'avez dit très bien, on ne peut pas vivre. Donc, il faut pouvoir maintenir et cumuler la hache avec le travail en milieu ordinaire. Et dernière chose, si vous parlez de la sémantique, pensez à la RLH. Ouais. La reconnaissance de lourdeur du handicap. Quand on a fait tout un effort et un parcours pour aller vers l'entreprise, ce couperet RLH, reconnaissance de lourdeur du handicap, le terme est terrible. Donc, il faut vraiment changer. Merci. Alors, je partage à 5000% les 3 points que vous venez d'évoquer.
Donc, sécuriser dans l'emploi, mais c'est une évidence. On ne peut pas amener les gens à faire cette trajectoire vers le milieu ordinaire et après à les lâcher dans la nature. Donc, bien évidemment, une insertion et une transition réussie, c'est une transition qui est accompagnée, et je le redis, un accompagnement, ce n'est pas 3 mois, c'est souvent à durée indéterminée, et c'est bien les caractéristiques de l'emploi accompagné. Et par contre, où je suis aussi tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a un moment, c'est aussi le rôle des ESAT d'être vraiment en relais, de travailler. Et c'est pour ça que la ministre a souhaité que l'emploi accompagné, ça ne soit pas non plus un seul dispositif, ça soit aussi une synergie d'acteurs, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, il y a un moment, de toute façon, ces files actives, et c'est déjà le cas quelque part, même si on remet de l'argent, il y a eu encore 15 millions d'euros qui ont été remis dans le cadre du plan de relance pour ouvrir les files actives, mais il y a un moment, du coup, ça va être effectivement aussi aux établissements eux-mêmes de garantir que l'insertion de leurs travailleurs, en fait, elle est accompagnée dans la durée. Souvent, en fait, c'est vous en plus qui connaissez l'employeur pour lequel la personne va aller travailler. Donc, c'est vous qui avez ce contact-là. La personne, elle vous connaît vous aussi. Donc, c'est normal d'assurer ça et de le sécuriser. Et le sécuriser, c'est vraiment dans le temps. Et le sécuriser, c'est pas accompagner que la personne, vous l'avez très bien dit, c'est accompagner aussi les collègues et c'est accompagner le manager, en fait. Tant qu'on n'a pas ces triptyques qui sont tous les trois sensibilisés, on envoie la personne au casse-pipe. Donc ça, c'est une évidence. Et quelqu'un qui a fait l'expérience du milieu ordinaire et qui s'est planté, eh ben, on va mettre 4 fois plus de temps pour repartir. On repart encore plus à zéro, en fait. Donc ça, c'est extrêmement important, la sécurisation et le dans l'emploi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur la RSDAE, bah, alors là, vous prêchez une convaincue. Moi, je suis arrivée au cabinet il y a 1 an et demi, c'est la première chose que j'ai dit, en disant, mais c'est bien gentil, on demande aux gens de partir, mais on ne les sécurise pas financièrement. Enfin, qui oserait faire ce choix en gagnant moins d'argent derrière? Donc, bien évidemment, c'est un point. Alors après, voilà, je suis, vous voyez que je suis une conseillère un peu cash, donc je dis souvent les choses, mais après, c'est la direction du budget, c'est tout ça. Donc, voilà, ça nous dépasse aussi un peu, mais bien évidemment, enfin, je veux dire, c'est une évidence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et RLH, merci parce que je ne l'avais pas en tête. Mais effectivement, lourdeur du handicap, franchement, il y a sûrement un truc un peu plus joli à trouver. Donc, on va le rajouter dans les mots qu'il faut changer. Merci de la suggestion. On va prendre une dernière question avant de vous libérer. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Christian Sandis, responsable de service à JME, les années d'or à Planémec. Je voudrais revenir simplement sur la question du livret de parcours et de compétences. Est-ce que vous avez imaginé l'hypothèse que ce livret puisse être remis à un jeune dès 14 ans, dès lors qu'il rentre en formation, par exemple? Mais écoutez, pour le moment, alors, tout est ouvert parce que, comme je disais, le groupe de travail sur ce livret, il devait, j'avais dit que je commencerai à travailler mi-octobre et puis j'ai mis un peu de temps. Je suis un peu à la bourre, mais ce n'est pas idiot ce que vous venez de dire parce qu'on pourrait envisager qu'on puisse l'anticiper et commencer à le travailler en amont pour le jeune avant même son entrée sur une autre structure. Donc, peut-être le travailler pour un jeune, par exemple, qui est en IME. Pourquoi pas? Effectivement, ça peut être une bonne idée. Je le note. Merci. Bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Dequin, pour votre disponibilité. Et puis pour la technique. Je remercie Sébastien Desloges aussi qui assure le travelling. On sait que ce n'était pas forcément confortable pour vous, y compris pour l'audience, ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, vos propos étaient éclairants et on retrouvera, Madame Dequin, à la disposition le support qui sera aussi disponible en ligne également. Merci beaucoup. On va couper. Oui. Juste, merci à tous de votre écoute. Et puis, on avait dit que sûrement, du coup, courant janvier, on essaierait de publier un espèce de petit support de com avec qu'est-ce qui change pour les mesures qu'on aura réussi à cranter dès janvier 2022. Donc, on ne manquera pas de le diffuser dès qu'il sera prêt auprès de tout le monde. Voilà, et puis je vous souhaite des bons échanges dans la journée qui se poursuit pour vous. Et à très bientôt. Merci. Merci.
3 minutes pour vous proposer la dernière capsule vidéo du trottoir